L'Europe est sous la botte. Après 4 ans de guerre, de l'Atlantique à la Volga, de la Norvège au littoral méditerranéen, les peuples souffrent sous l'étendard à croix gammée. Dans plusieurs pays, les collaborationnistes se mettent au service de l'ordre noir. Mais des femmes et des hommes, courageux jusqu'au sacrifice du matin, combattent l'oppression nazie. Un peu partout en Europe, en Belgique, aux Pays-Bas, en Tchécoslovaquie, au Danemark, en Norvège, en Allemagne même, la résistance politique et armée se développe. En Yougoslavie, en Italie, en Grèce, en France, des maquis regroupent ceux qui préfèrent mourir que subir. Les armées alliées sont partout à l'offensive. Sur le front Est, depuis la capitulation allemande à Stalingrad en février 1943, l'armée rouge ne cesse d'avancer. Elle remporte la gigantesque bataille de chars à Koursk en juillet 1943. La majorité des divisions allemandes combat sur le front russe. Dans le Pacifique, les soldats américains soutenus par les Australiens et les Néo-Zélandais se battent, île après île, contre les Japonais dans une guerre affreuse, cruelle. Après Midway en juin 1942, Guadalcanal en février 1943, les forces alliées libèrent les Philippines en 1944. Après l'Afrique du Nord, les Alliés débarquent en Sicile en juillet 1943 et entreprennent de libérer l'Italie.
À Téhéran, en novembre 1943, Roosevelt, Churchill et Staline décident l'ouverture d'un second front en Europe occidentale. Ce sera l'opération Overlord, le débarquement sur les côtes occidentales de la France, complété par l'opération Anvil sur le rivage méditerranéen. Staline s'engage à lancer au moment du débarquement une grande offensive de l'armée rouge. Le général Eisenhower sera nommé commandant en chef. L'enjeu est crucial. Hitler est convaincu que l'affrontement décisif se fera à l'ouest. Le littoral a été bétonné en un mur de l'Atlantique où des milliers de redoutes fortifiées se succèdent, de la Norvège à la frontière espagnole. En France, 59 divisions allemandes, soit 700 000 hommes, attendent l'inévitable débarquement allié. Les préparatifs du débarquement ont demandé une logistique colossale. Il a fallu acheminer en Grande-Bretagne des tonnes de matériel, des millions d'hommes. Il faut concevoir des ports artificiels, des pipelines. Chaque jour après le jour J, l'état-major allié prévoit de débarquer 12 000 tonnes d'approvisionnement et 2 500 véhicules. La stratégie alliée consiste à faire croire aux Allemands que le débarquement aura lieu dans le Pas-de-Calais. Cette manœuvre d'intoxication prend le nom d'opération Fortitude. Une vraie fausse armée,
dirigé par le général Patton, est créé de toutes pièces avec des chars gonflables et des avions en contreplaqué. La résistance française joue un rôle important dans le débarquement. Les forces françaises de l'intérieur regroupent environ 100 000 hommes au printemps 1944. Les réseaux de résistants ont fourni des dizaines de milliers de renseignements sur le mur de l'Atlantique, les aéroports, les garnisons allemandes, les caches de munitions, les dépôts. L'état-major allié connaît dans le moindre détail le mur de l'Atlantique. Le soir du 5 juin, les résistants reçoivent l'ordre de passer à l'action. Les dés sont sur le tapis. Il fait chaud à Suez. Il fait chaud à Suez. La flèche ne percera pas. Ne faites pas de plaisanteries. En application des plans prévus, les résistants attaquent les convois, sabotent les voies de chemin de fer, les ponts, détruisent les lignes électriques. Grâce à eux, le théâtre des opérations est isolé. Les renforts sont retardés. Dans la nuit du 5 au 6 juin, 900 avions larguent sur le Cotentin les 101e et 82e divisions aéroportées américaines. Dans le même temps, les hommes de la 6e division aéroportée britannique protègent le flanc est de la tête de pont. Des planeurs déposent des commandos sur des objectifs stratégiques. Non sans casse.
À l'aube, une gigantesque armada de 1200 vaisseaux de guerre et de 5000 navires de transport conduit plus de 150 000 combattants vers leur destin. Après un bombardement intensif, les opérations de débarquement débutent sur les 5 plages choisies. À Omaha Beach, les 1ère et 29e divisions d'infanterie américaines subissent des pertes terribles. La première vague d'assaut, clouée sur place, est décimée. C'est le chaos. Vers midi, après 6 heures de combat, la plage est prise. Près de 2500 hommes sont morts, blessés ou disparus. À Utah Beach, en revanche, les hommes de la 4e division d'infanterie US enlèvent la plage en moins d'1 heure. À Gold et Juneau, la 50e division britannique et la 3e division canadienne, après de très durs combats, progressent à l'intérieur des terres. À Sword Beach, sur cette plage, les troupes de la 3e division d'infanterie britannique contrôlent les lieux rapidement. Les chars Crab ouvrent des passages dans les champs de mines. Un sonneur de cornemuse ne cesse de jouer pendant l'assaut. Les fusiliers marins français du commando Kiefer, au prix de lourdes pertes, s'emparent du casino de Rivabella, transformé en bunker fortifié.
Au soir du 6 juin, 132 000 hommes et environ 20 000 véhicules ont été débarqués. L'opération Overlord a réussi. Une bande de terre de quelques kilomètres permet d'accueillir la tête de pont alliée qui ne cesse de se renforcer. Dans la matinée, le général Eisenhower a annoncé au monde le débarquement. People of Western Europe, a landing was made this morning on the coast of France by troops of the Allied Expeditionary Force. En début de soirée, le général de Gaulle parle à la radio depuis Londres. La bataille suprême est engagée. C'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. La bataille de Normandie est terrible. Elle dure 80 jours. C'est une véritable guerre de position. Retranchées dans le bocage, les troupes d'élite allemandes se battent avec acharnement. Mais elles ne reçoivent pas les renforts escomptés, bloquées par l'offensive de l'armée rouge promise par Staline à Téhéran. Jusqu'au 9 juillet, les forces alliées piétinent devant Caen, ville martyre devenue un champ de ruines, où ont péri 2000 personnes sous les bombardements. Les bombardements alliés sur les villes normandes, comme Saint-Lô, Valognes, Coutances, Vire, font 14 000 victimes civiles. Après la percée d'Avranches le 30 juillet, la bataille de Falaise, où s'illustre la première division blindée polonaise, ouvre les portes de Paris. Appuyée par la 4e division américaine, la 2e DB du général Leclerc libère la capitale française insurgée. De Gaulle y reçoit le 26 août
une forme de sacre populaire. Le 15 août, 95 000 hommes participent au débarquement de Provence. Environ 260 000 combattants les suivront, dont les soldats de la première armée, commandés par le général Delattre de Tassigny, provenant dans leur majorité d'Afrique du Nord, d'origine maghrébine et européenne. Le débarquement décisif accélère la retraite allemande. Dans le sud-est et dans les Alpes, la résistance favorise l'avancée alliée très rapide. Dans le sud-ouest, le Massif central, les maquis contribuent à la libération de la France, qui est presque achevée à la fin de l'année 1944. Les bombardements transforment les villes allemandes, en particulier Cologne, Hambourg, Dresde, en amas de décombres. Des centaines de milliers de civils fuient sur les routes. En mars 1945, les forces alliées franchissent le Rhin. Le 25 avril à Torgau, c'est la fraternisation de l'armée américaine avec l'armée rouge. Le 25 avril 1945, commence la bataille de Berlin. Après plusieurs jours d'intenses combats, le drapeau soviétique est hissé sur le Reichstag le 1er mai. La capitulation de l'Allemagne est signée le 7 mai à Reims, le 8 à Berlin. Le 8 mai, partout, les peuples fêtent la paix retrouvée. À Londres, à Paris, à New York, à Moscou. Trois mois plus tard, les bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki précipitent la capitulation du Japon. La guerre est finie. La guerre a provoqué la mort d'au moins 50 millions de personnes. Les populations civiles ont été affreusement touchées. L'ouverture des camps de la mort révèle aux yeux du monde
une autre image de l'enfer. Le général Eisenhower, découvrant les cadavres du camp d'Ohrdruf, dépendance du camp de concentration de Buchenwald, déclare « Certains se demandaient pourquoi nous combattions. Maintenant, ils sauront contre quoi nous nous battions. » Aux morts!
jamais ça. Avant même la fin de la guerre, les délégués de 50 nations se réunissent à San Francisco pour jeter les bases de l'Organisation des Nations Unies qui doit prévenir et régler les conflits qui surgissent. Tâche difficile, incertaine, inaboutie. L'idée européenne est née du refus de la guerre. En 1948, se tient à La Haye un grand congrès pour l'Europe. C'est le début d'une longue et difficile marche des pays européens pour se rassembler dans une communauté de destin. Sous l'impulsion de Robert Schuman et des autres pères fondateurs, commence à se construire l'Europe fondée sur les valeurs de la démocratie. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Depuis le traité de Rome en 1957, l'Europe avance vers son unité économique et politique. Elle est aujourd'hui facteur de paix et de progrès pour les 28 pays qu'elle unit. « 70 ans après, les ennemis d'hier se retrouvent, aujourd'hui, main dans la main, dans le souvenir et la fraternité. À l'image de Léon Gauthier et Johannes Borner, ce geste de paix est un geste d'avenir. Et il nous invite à le faire, à notre tour, pour que vive à jamais l'esprit de liberté qui a triomphé sur ces plages et qui a fait du 6 juin 1944 une journée qui a marqué pour toujours l'histoire de l'humanité. Io
les personnalités. Merci pour cette invitation. C'est très important pour créer du son, surtout dans cette période. Merci une fois. Président, président. Merci beaucoup. Les membres de la délégation polonaise, canadienne, allemande, britannique sont invités à ce...
Back. Thank you. Thank you. It was wonderful, wonderful ceremony. It was wonderful. So we enjoyed the other Monsieur le Président, la prochaine fois, merci beaucoup. Oui, je sais. On cherche pour une date. On va le faire sur la partie simple. Comme ça, respect de Paris. Voilà, ça va si ça vous dérange pas, monsieur. Non, elle est bien, à cause de la voiture. À la musique. Ou à la mer, pardon. Voilà, c'est vrai parce qu'il y a de la musique. Monsieur le Président, quel bilan faites-vous de cette journée de commémoration qui n'est pas tout à fait achevée? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous retiendrez? 70 ans après, c'est avec une très grande émotion que nous célébrons le débarquement. Et il y a une ferveur populaire qui est inimaginable, que j'ai ressentie tout au long de ces derniers jours et encore le 6 juin. Une foule, une passion, une recherche de compréhension, de sens. Pourquoi, il y a 70 ans, des hommes ont donné leur vie? Pourquoi? Parce qu'ils croyaient en un idéal qui était aussi celui de la liberté. Et puis il y avait ces vétérans qui ont 90 ans pour la plupart, qui ne seront peut-être pas là dans 10 ans pour le 80e anniversaire du débarquement. Donc ils voulaient témoigner une dernière fois. Et nous voulions leur dire toute notre admiration, notre reconnaissance. Puis bon, vous l'avez évoqué, nous étions dans un contexte. Et je voulais que cette cérémonie puisse être utile, pas simplement pour la mémoire, pas simplement pour l'évocation des sacrifices, et notamment des populations civiles ici en Normandie, pas simplement pour montrer que nous sommes unis, alliés aujourd'hui alors que nous étions divisés hier, mais parce qu'encore, en ce moment même, il y a des risques pour la paix. Alors j'ai fait en sorte qu'il puisse y avoir des rencontres. Monsieur le Président, vous avez eu des entretiens avec Barack Obama, avec Vladimir Poutine, avec Petro Poroshenko également. Peut-on dire aujourd'hui que ce ballet diplomatique a permis de faire retomber la pression entre les Occidentaux et la Russie notamment? Le 6 juin a été utile, le 6 juin 2014, parce qu'il y a eu des rencontres. J'en ai même provoqué une entre le président ukrainien élu et le président russe, M. Poroshenko d'un côté,
M. Poutine de l'autre. Mme Merkel m'a accompagné dans ce mouvement. Ça a duré peu de temps, mais suffisamment pour que les messages soient passés. C'est-à-dire la reconnaissance par la Russie de ce que va être l'Ukraine avec ce nouveau président, et puis la désescalade. Si nous avons pu faire franchir cette étape-là, le 6 juin 2014 aura été une date importante. On peut dire que la désescalade a vraiment commencé aujourd'hui en Ukraine? Les conditions ont été posées aujourd'hui avec cette rencontre qui a été brève et qui a aussi été suivie par d'autres discussions, là aussi tout aussi courtes, mais c'est une étape après aux responsables d'être à la hauteur de ce qui s'est produit aujourd'hui, et je veux croire que ça sera le cas dans les prochains jours. Demain, il y a l'investiture du président ukrainien Poroshenko, et Vladimir Poutine a dit qu'il envoyait un ambassadeur. C'est en soi une reconnaissance. Merci. Merci. Ah, je suis au boulot, moi. Mr. President, what is your assessment of your 2 days in France? It's always wonderful to be in France, and it's wonderful to celebrate the extraordinary alliance that we built because of the service of these veterans that we saluted today. It was important for you to be here. It was very important for me to be here. How do you feel today? Préparez votre travail. Merci. Merci à vous. Merci à la presse. Merci aux photographes. Hein. Merci. Si vous n'avez pas eu suffisamment, je ne pourrai plus rien faire pour vous. À bientôt. Monsieur? Non, ça, c'est pas ma voiture.
devant, tiens. Il est là. Là, regarde. On voit juste la tête, là. Regarde, hop, les cheveux, top, à gauche, là. Hop, il redescend. À gauche.